Ce que nous tenions aussi à faire ce soir pour cette première restitution, c'est faire témoigner les premiers membres. Nous, on a appelé ça les ambassadeurs de notre délégation, pour savoir ce que eux-mêmes ont récupéré comme best practice, comme fresh air, et surtout pour le faire partager avec vous. Donc, je vous propose de faire intervenir nos premiers experts de l'hôtellerie, Grégory, François, Charles, et j'en oublie un quatrième. Non, Arthur est parti. Gérard, pardon Gérard, excuse-moi, où est-ce que t'es? Le meilleur, ouais. Bon. Grégory, on commence par toi. Ouais, c'est toi. Ensuite, c'est François. Comme ça marche. Ouais. Super. Bonsoir à tous. C'est vrai que c'était une expérience assez... Tout le monde n'a pas le bonheur de te connaître. Ah, pardon. En 15 secondes. Je pensais que c'était marqué. Ouais, mais pour ça, c'était marqué. 15 secondes. J'ai le plaisir d'être le directeur général de Paris Scene Group. Paris Scene Group, on est un groupe hôtelier. On a 35 hôtels à travers la France et l'Europe, puisqu'on est nouvellement à Porto depuis une petite année. Et on gère des hôtels 4 et 5 étoiles sous différentes marques que vous connaissez tous et sous une marque que vous connaisserez bientôt tous, qui est notre propre marque, qui s'appelle Maison Albar Hôtel, qui est une marque de boutique hôtel 5 étoiles. Et on a la chance d'avoir comme partenaire notamment les meilleurs que sont Extendam. Et BPI. Et BPI, évidemment. Mais BPI le sont depuis bien avant toi. Ouais, putain, je suis de merde. Ça y est, ça recommence. Voilà. Et de manière bien plus importante, pardon. Serge, viens à côté de moi parce qu'il faut que je me défende. Viens Serge, toi tu es un vrai partenaire. Toi. Le pape de l'hôtellerie dans la salle. Nous on a eu la chance, moi ça faisait des années qu'on me proposait d'aller au CES. Et pour tout vous dire, ça faisait des années que je me disais on va aller au CES comme si on allait à la foire de Paris. J'avais l'impression que c'était quelque chose de compliqué et pour tout vous dire ça l'est. Je pense que ce qui nous a convaincus d'aller faire un tour au CES cette année et surtout d'en revenir remonter à bloc, parce que je pense qu'on sera tous d'accord pour dire ça, c'était vraiment un moment grisant, c'est sans fausse flatterie l'organisation qui a été faite par Extend et BPI et l'intelligence d'avoir été chercher le Hub Institute pour nous accompagner et nous guider, parce que on a fait la dernière matinée une petite balade du CES tout seul et c'est hyper sympa, mais en fait on n'a rien vu. Alors que les jours précédents, en étant guidé, même si on avait l'impression de passer à côté de plein de choses, ce qui est sûrement vrai, on a vu plein de choses. Donc c'était hyper important que de se dire si on veut y aller et si on veut être capable d'en retirer quelque chose, il faut être coaché, guidé, accompagné pour que ça fonctionne. Après, moi, dans l'accompagnement et dans la découverte du CES, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à plein de startups, plein de choses. Je m'attendais à revenir avec des choses. Et en fait, c'est pas trop de la micro, c'est plutôt de la macro, le CES. Donc, Hub Institute nous a présenté quelque chose de très concret avec plein d'exemples. C'est bien, mais en réalité, moi, ce qui m'a plus frappé, c'est plutôt les tendances, plutôt que les objets purs ou les applications qu'on peut trouver immédiatement disponibles. Je m'explique. Moi, il y a quelque chose qui m'a frappé, comme tout un chacun, je pense que je m'intéresse à la techno et à ce qui peut impacter notre business. Et on se rend compte que finalement, quand une start-up vient vous voir, parmi les plus intéressantes, elle vient vous voir avec une solution, mais que la solution, elle n'est pas du tout prête à se plugger, à s'implémenter dans votre organisation. Ils arrivaient avec une solution et quand vous regardiez ce qu'il fallait faire fonctionner autour, faire croître autour pour que ça fonctionne, c'était soit très compliqué, soit très cher. La grande nouveauté que j'ai vue et qu'on a découvert, c'est des startups qui ont passé le pas d'après. Et il y en a une, moi, qui m'a frappé, c'est 22. C'est une startup. Pardon ? Elle intervient après, c'est la surprise. Ah, pardon. Non. Je ne savais pas. Non, mais moi aussi, j'ai des surprises. Ah bon. Passe le micro à François après. Et vous verrez que l'intelligence du truc, c'est d'être capable d'avoir été très en amont, se servir des infrastructures existantes pour plugger leurs propres solutions et non pas de dire il faut que vous changiez toute votre infrastructure pour que ma solution elle fonctionne. Donc ça, c'est sûrement ce qui m'a
ce qui m'a le plus frappé dans l'évolution des startups. Merci Grégory. François. Merci. Alors, je dirige un groupe qui s'appelle Valustet et on est un des franchisés, un important franchisé en France, notamment de Accor. Et on a quelques hôtels indépendants. J'avais accepté avec plaisir d'accompagner la délégation et c'était effectivement une organisation formidable. Moi, il y a 3 points qui sont marquants de ces quelques jours passés ensemble. D'abord, on dit toujours qu'une soirée ou une fiesta, quand elle est réussie, c'est parce qu'il y avait une bande de potes avec lesquels on s'est bien marré. Et là, s'il y a une chose dont on est sûr, c'est quand vous partez dans un groupe aussi finalement hétérogène dans ses profils, parce qu'on avait absolument tous les types de profils dans nos métiers ou des métiers connexes, on avait aussi beaucoup d'hétérogénéité dans nos caractères. Et c'est ce qui était passionnant, puisque cette cohésion de groupe nous a permis à chaque fois de discuter de ce qu'on venait de voir sur le salon et de le voir ou d'y réfléchir différemment que la perception qu'on en avait eue. Ça, c'est le premier point. Donc la cohésion de ce groupe a été essentielle, mais je vous dirais que celui de l'année prochaine sera probablement formidable. En tout cas, c'est la richesse de ce voyage. Le deuxième élément, c'est Pedro qui parlait tout à l'heure de gifles. Pour moi, c'est des coups de poing ce qu'on a pris, parce que c'est hallucinant de voir dans un même endroit des micro-entreprises qui vous trouvent une solution absolument incroyable. Je pense à celui qui faisait de la traduction simultanée, mais il y en a eu plein d'autres. Donc des microscopies de boîtes qui côtoient l'association de Tesla, Uber, Hyundai, donc des espèces de mastodontes. Et tout ça avec beaucoup de cohésion, et tout le monde trouve ça très cohérent de passer de l'un à l'autre dans le même jour. Et ça aussi, c'est formidable de mettre ça en parallèle de ce que nous vivons, nous, au quotidien. Et là-dessus, pour le coup, ça reste un point marquant. Le troisième élément, je dirais que c'est l'application dans nos métiers. Alors, nous, en particulier, c'est l'hôtellerie. Dans l'hôtellerie, il y a un élément important, c'est que quand on regarde des opérations en Europe, on regarde parfois des grosses opérations, je parle pour notre groupe, et on atteint parfois 300, 400, 500 chambres, puis on bombe le torse en se disant, ça y est, c'est une grosse opération. Puis on arrive là-bas, il y a un type qui vous dit, alors là, ici, c'est 5500, mais on va normalement reconstruire 7 ou 8000 chambres à côté. Donc déjà, c'est une première mesure un peu différente, mais c'est bien de travailler avec des grands garçons. Et la deuxième, c'est qu'effectivement, il y a souvent 1 voire 2 zéros de plus dans les opérations, à la croissance ou à la décroissance d'ailleurs, parce que vous avez entendu qu'à Las Vegas, parfois, il y avait des faillites. Et moi, un jour, je croyais que je m'étais trompé, mais il y avait une faillite de 12 milliards d'euros pour un hôtel. Donc ça, c'était aussi cette démesure. Mais il y a un élément particulier, moi, qui m'a marqué pendant cette visite, ce tour, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les grosses entreprises qui ne peuvent pas se prendre au sérieux parce qu'il y a localement des toutes petites boîtes. Et quand on est arrivé dans le stand de Delta qu'on évoquait tout à l'heure, il y a une application qu'on n'a pas citée, mais qui était pour moi la plus fondamentale parce qu'elle rejoint nos métiers de l'hôtellerie. Et on a oublié un peu ce point-là de personnalisation des services. C'est quand vous avez votre billet Delta, Delta cherche maintenant à faire en sorte que l'information qui vous est diffusée à vous, ou que vous soyez dans l'aéroport, ce soit uniquement celle qui vous intéresse. C'est-à-dire, en gros, vous regarderez un écran et ce n'est que l'information qui vous concerne, vous, qui va apparaître. Ça paraît un peu la guerre des étoiles, mais ça s'explique aussi par un chiffre. Delta Airlines, c'est une des rares compagnies aériennes qui gagnent beaucoup d'argent, ils gagnent 5 milliards de dollars par an en profit. Ils font 2,5 milliards uniquement sur la partie cabine, c'est-à-dire les revenus basiques. Tout le reste, c'est de l'innovation et du service premium. Donc c'est vous dire si on a pris au sérieux ce passage chez Delta qui pour moi reste le plus fondamental. Merci François. Gérard. Merci beaucoup. Moi je suis allé à Las Vegas avec des yeux d'enfant, c'est-à-dire en entrant dans un magasin de jouets, qu'est-ce que je vais découvrir, aussi bien sur un plan personnel, parce que comme tout le monde je suis intéressé par la nouvelle technologie, et sur un plan professionnel, qu'est-ce qui peut s'appliquer demain dans un hôtel, etc. Donc je me présente, je suis consultant donc en hôtellerie. Je connaissais des groupes, des family office, etc., qui se disent qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait des hôtels comme toujours? Ou est-ce qu'on fait d'autres types d'hôtels? Qu'est-ce qu'on y met dedans, etc. Donc là, à Las Vegas, c'était qu'est-ce qu'on mettait comme nouvelle technologie? Qu'est-ce qu'on peut mettre dans un nouvel hôtel? En arrivant là-bas, ce qui m'a surpris, c'est la dimension humaine. On serait cru chez soi. C'est-à-dire qu'on a le temps de parler aux personnes, discuter avec des petites startups qui vous expliquent d'où ça vient, d'où vient l'idée, pourquoi ils ont eu cette idée, comment ça se traduit par un concept intuitif ou pas. Discuter avec des personnes qui ont déjà industrialisé le produit et discuter avec d'autres qui sont déjà en phase de concept prêt à être développé. Donc là, vraiment, il y a une dimension humaine qui est intéressante. On n'est pas overdosé de nouvelles technologies. Le deuxième point, je suis revenu quand même avec quelques enseignes, quelques marques qu'on m'a passées qui m'ont interpellé en disant ça, c'est applicable dans l'hôtellerie presque tout de suite. Presque tout de suite. Et là, ce qui nous a surpris, c'est qu'il y a quelques années, on nous a expliqué que c'était virtuel, il fallait pratiquement un masque virtuel pour rentrer dans la quatrième dimension. Colle un tout petit peu le micro, ils ne t'entendent pas au fond. Et alors qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça. Comme le disait tout à l'heure, l'information arrive directement à nous-mêmes. Donc parmi
les quelques enseignes, quelques startups que j'ai retenues, si on peut appeler ça des startups, elles sont plutôt toutes passées aujourd'hui à la société qui se développe. Vivoca. Donc Vivoca, c'est l'Alexia à l'hôtel. La différence, c'est qu'elle est connectée à la PMS. Donc quand on est dans sa chambre, au-delà du fait qu'on demande à ouvrir les volets, allumer la lumière, régler la température d'eau, on peut aussi demander ce qu'il y a à manger ce soir. On peut demander aussi de réserver une table au restaurant, de choisir tel plat. Pratiquement, on fait sa commande à distance. Si y a un wellness, on réserve son salon de massage, etc., etc. Donc ça, c'est bien. Et ça se connecte à l'extérieur aussi pour connaître tout ce qui se passe dehors si on veut sortir le soir. C'est au point. Demain, pour la petite anecdote, je vais visiter leur hôtel témoin qu'ils ont à Strasbourg et je vais écouter et voir de plus près le produit. Le miroir de salle de bain Poséidon, d'une société qui s'appelle Keros. Donc ça, c'est un miroir que beaucoup de personnes de la gente féminine doivent connaître certainement déjà parce qu'il est interconnectable avec tout un tas d'applications. Si demain, ils arrivent avec leur vanity, avec à l'intérieur l'appareil qu'il faut pour la crème de base, le miroir leur dira par rapport à la journée d'aujourd'hui, le temps, l'habit, ce qu'on souhaite, comment elles pourront se maquiller, comment elles pourront se coiffer, etc. etc. Pour un enfant, il pourra se laver les dents en jouant, etc. Si on va sur YouTube, on a la démonstration et c'est hyper intuitif, hyper facile. Encore cher, mais il paraît que ça sera très bien. Et aujourd'hui, bien évidemment, c'est commercialisable. Ensuite, il y a Edgar. Edgar, c'est une simple application qu'on peut tous avoir sur son smartphone qui vous dit quoi faire le soir pour sortir, qui est connecté en conciergerie. Et bien évidemment, c'est extensible. Et puis, je laisserai la primeur ensuite à 22, ou la société 22, qu'on a tous repéré, qui est très importante, qui parlera de reconnaissance faciale. Après la reconnaissance vocale, ils parleront de reconnaissance faciale. Et le lien que je fais avec l'hôtellerie et la reconnaissance faciale, c'est qu'on a des hôtels, boutiques hôtels, petits hôtels, où on voit pratiquement tous les flux de clients rentrer et sortir. Ça, c'est facile. Quand on commence à avoir un hôtel sur un golf, un wellness, un spa, un resort, avec plusieurs locaux, plusieurs restaurants, plusieurs bars, on fait rentrer des personnes dans notre hôtel, on ne sait pas ce qu'ils y font, pour combien de temps ils y sont, etc. Il y a un risque. Et les hôtels lifestyle, où aujourd'hui on sait qu'on va s'ouvrir sur l'environnement, qu'on veut vraiment que les gens viennent chez nous, pas uniquement pour consommer de la chambre d'hôtel, alors là, il faut quand même qu'on contrôle ce qu'ils y font chez nous. Parce que si demain il arrivait une explosion, quelque chose que je ne souhaite pas, que je ne souhaite personne dans un hôtel, ça ferait des dégâts. Donc je pense que je laisserai la société en parler mieux que moi tout à l'heure, que la reconnaissance faciale telle qu'elle est aboutie aujourd'hui, telle qu'elle est développée aujourd'hui, peut être un excellent outil pour pouvoir à la fois surveiller, entre guillemets, nos clients ou moins nos clients, et puis aussi s'en servir commercialement pour les conseiller, etc. etc. Il n'y a pas uniquement que le côté contrôle. Voilà. Je dirais que je m'arrêterai là. Pour moi, franchement, ça a été génial d'y aller. En plus, un peu au dernier moment, comme ça. Je recommanderais d'y aller, ne serait-ce que pour sa propre culture et sa propre curiosité personnelle. Voilà. Merci Gérard. Charles. Merci. Charles Yameni, je dirige un petit holding familial qui opère dans 3 secteurs et 3 pays. Travail hôtellerie, propreté et travail temporaire. France, Portugal, Espagne. Alors, moi, CES, pour moi, je laisse à tout le monde de parler de nouvelles technologies. Pour moi, ça a été une leçon d'humilité. D'arriver, de voir chacun de nous dans cette salle, on fait 10, 20, 30, 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, et tout à coup, vous avez une directrice d'hôtel qui vient, qui vous dit qu'il fait 1 million d'euros, 1 million de dollars de chiffre d'affaires par jour. Donc, leur terrain de jeu, le désert. Donc, c'est là où je suis sorti, je me suis dit, tout est possible, il faut oser. Il faut oser, c'est-à-dire, si vous voulez, et j'incite tout le monde à entreprendre, à oser, c'est-à-dire, si vous voulez, ce qu'ils ont fait avec nous, notre terrain de jeu, c'est Paris, c'est beaucoup plus favorable. C'est la France, c'est l'Europe, on a un terrain de jeu qui est 100 fois plus favorable que Las Vegas. Bon, merci beaucoup. Merci pour ce témoignage. Vas-y, Greg. Et peut-être juste pour compléter ce que dit Charles, on a pris aussi une leçon sur comment sont organisés les hôtels à Las Vegas. Et vu qu'il y a beaucoup d'hôteliers, je pense qu'il y a un point qui est intéressant. Nous, on se force dans nos propres hôtels à essayer de raisonner en centre de profit autonome. Alors, ça nous paraît déjà une révolution à nous-mêmes de nous dire mon responsable de bar, il va devoir être responsable de son PNL, mon responsable de restaurant aussi, mon restaurant, je ne veux pas entendre mon directeur de restaurant me dire oui mais j'ai fait moins de chiffre d'affaires parce qu'il y a eu moins de monde à l'hôtel, c'est pas ça, vous êtes tous des intrapreneurs à l'intérieur, ils raisonnent comme ça. Et tout à l'heure, tu citais le Bellagio, Bertrand, là on prend une grande leçon, c'est-à-dire que en fait ce ne sont pas des hôtels, ce sont des centres de profit. Et au sein d'un même hôtel, il y a
200, 250 centres de profit autonomes. Le meilleur exemple, je pense que c'est grâce à toi qu'on a pu le visiter, c'est le coffee shop chocolaterie au sein du Bellagio, dont j'ai oublié le chiffre d'affaires, et tu me corriges si j'ai une bêtise, mais je crois qu'il faisait 14 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je pense honnêtement que ça fait à peu près le quart de la pièce. Ouais. Et c'est une chocolaterie dans un coin. On a des photos. On a des photos après. Il y a des photos. C'est ouais. délirant. Et donc, tu es obligé, vu le volume, tu es obligé de raisonner en centre de profit autonome. Parce que 17 millions, c'est une belle boutique, quoi. Ou 14 millions, pardon. Et donc, tu es obligé de raisonner en centre de profit. Et ça, je pense, en tout cas, moi, ça nous a poussé à accélérer encore sur ce point-là. Et je pense qu'on doit tous raisonner comme ça à partir du moment où on a une taille. Mais même sur des petites tailles, ça pousse l'intrapreneuriat de se dire, mes différents segments ne sont pas des mâles nécessaires, sont des éléments vraiment qui doivent fonctionner en pure autonomie. Ça, on a pris une grande gifle aussi. Bon, merci messieurs. Yeah.